J'invite les docteurs Nguyen et Grish à me rejoindre donc, pour les premières interventions. Le docteur Nguyen, je vous laisse prendre place. Et le docteur Grish qui nous rejoint du CHU de Lille. Voilà, donc nous allons commencer avec le docteur Nguyen sur une partie de notre conférence qui concerne l'état des lieux et sur les données actuellement sur le protoxyde d'azote. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisateurs, la MMPCR, pour votre invitation à parler d'un sujet, le protoxyde d'azote, qui est un cas d'école pour nous en addictologie. C'est aujourd'hui un phénomène qui est devenu très préoccupant. Certes, les chiffres sont marginaux, mais vous verrez qu'il y a une augmentation ces dernières années qui fait qu'on se pose des questions par rapport aux soins, au parcours, au message, d'autant plus que ce message, il est envers les jeunes et il faut être très vigilant pour pouvoir y faire face. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le protoxyde d'azote? Donc, c'est le proto, gaz hilarant, nitrite oxyde, plusieurs appellations. C'est une découverte qui date déjà du 1772 par un chimiste anglais. Un gaz qui est incolore, légèrement sucré, et donc qu'on utilise dans 3 cas de figure, aussi bien en médecine, puisque c'est un gaz qui a des propriétés d'anesthésiant. Mélangé avec de l'oxygène, c'est très utile en pédiatrie pour faire des gestes chez les enfants. Avec l'inhalation, on peut faire des gestes dentaires, des gestes chirurgicaux, diverses interventions. C'est non invasif. C'est quand même un produit qui est inscrit sur la liste 1 des stupéfiants, d'où un encadrement très précis au niveau des prescriptions médicales. Ensuite, c'est un produit qui est industriel, puisque c'est un gaz propulseur. Il est utilisé dans l'alimentation, aussi comme comburant dans tout ce qui est industrie électronique, automobile et aérospatiale, et donc en vente libre. Et donc là, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est son usage détourné. C'est un usage récréatif qui est très ancien, du 19e siècle, avec des propriétés euphorisantes, anxiolytiques. Il a été observé dans la haute société londonienne il y a bien longtemps, dans les fêtes mondaines ou les fêtes foraines, où la population pouvait essayer à ses effets euphorisants. Aujourd'hui, son usage est détourné avec un usage qui concerne un public jeune, comme on l'a dit, avec des consommations répétées. Je crois que c'est ça qui est important de le dire. Autant les effets sont éphémères, pour que l'effet soit pérenne, il faut le répéter. Et donc, dans ce processus de répétition, il y a des conséquences comportementales qui vont s'installer. Et puis, l'autre chose préoccupante, c'est qu'on voit que ces quantités deviennent massives. Les cartouches, mais aussi les bonbonnes, et aujourd'hui même des tanks, comme vous allez voir. Toujours à la recherche d'un effet euphorisant, des inhibitions. Donc, c'est ce que cherchent les jeunes aujourd'hui. Ouais, un petit historique pour bien souligner que cette consommation de proto, elle était récréative. Il y a 20 ans, à peu près 20-30 ans, c'était considéré quelque chose de niche qui concernait certaines populations de rave party dans des contextes bien précis, des polyconsommateurs avec d'autres produits, une utilisation secondaire avec même un effet, une image qui était déclinante vers la fin des années 2000. Notamment dans la filière des soirées étudiants, on retrouvait ce produit comme il nécessite un certain maniement, connaissance au niveau de la prise,
il était quand même limité avec des populations par filière paramédicale, etc., malgré l'accès en vente libre. Donc aujourd'hui, il est devenu un enjeu de santé publique parce que, en 2017, il y avait des signaux qui étaient en développement toujours dans le milieu récréatif. Et puis, avec la pandémie Covid, on a vu une augmentation soudaine, très, très brutale, avec des consommations qui ont explosé. Là, vous avez des données de l'addictovigilance, où on a des notifications qui étaient très, très marginales, quelques cas à 32, 33, 38, une hausse très continue sur cette veille sanitaire dans les services d'addictologie, avec des consommations qui devenaient problématiques, qui augmentaient en nombre et en sévérité, avec des situations qui sont similaires aussi avec d'autres pays européens. Donc les chiffres, qui, si on les prend dans l'ensemble en addictologie, qui restent marginales, qui restent limités, mais c'est loin d'être marginal aujourd'hui. Dans cette population jeune, à partir de 16-17 ans, des études auprès des établissements scolaires en attestent. Et donc, dès 2021, des mesures déjà qui se mettent en place avec des alertes qu'on va voir en détail. Voilà, pourquoi la situation est préoccupante? Bon, elle concerne une population jeune, donc qui est porteur d'avenir, etc. Et les complications sont sévères, c'est brutal. D'un jour à un autre, leur vie bascule, notamment autour des complications neurologiques. Et on en voit dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, en neurologie, des cas qui sont très sévères, des consommations qui deviennent de plus en plus problématiques, jusqu'à 47% de consommation quotidienne, l'âge toujours vers l'âge de 20 ans, mais on verra que ça peut débuter à un âge plus jeune, masculine essentiellement, avec des lésions qui touchent les différents organes des usagers. Donc, avant que je vous montre les données, les résultats, c'est important, puisque c'est la population jeune, de savoir qu'est-ce qu'eux, ils pensent du produit. C'est quoi parce que c'est un message erroné qu'ils ont, qui fait qu'ils consomment malgré le danger, la prise de risque. Mais de leur point de vue, c'est quoi? C'est pour planer, c'est pour rire, c'est pour parer à l'ennui, gérer le stress, surmonter des difficultés sentimentales, être dans l'ambiance, s'évader, fuir des problèmes. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Comparé à d'autres produits, on va dire, c'est beaucoup plus facile, ça donne un petit plus, c'est rigolo. On n'est pas dans l'illégalité. Peut-être les choses vont changer, ils sont en cours de changement. Aujourd'hui, le message aussi, c'est que l'addiction au protoxyde d'azote, ça n'existe pas. Par rapport aux autres produits, c'est moins dangereux. L'intérêt, c'est qu'on soit avec les autres, avec une impression de planer, des formations acoustiques, d'autres phénomènes sensoriels. Ça dure quelques secondes, quelques minutes, et puis, soi-disant, tout retourne à la normale. Donc ça, c'est leur point de vue de la population jeune. Et puis, il y a ce qu'on disait aujourd'hui, des signaux. Il faut, quand on voit ce qu'il y a après une soirée de jeunes, il y a des signaux et il faut être attentif à ces signaux. Donc, quelques signaux qui ont été rapportés par le centre d'addictovigilance, c'est que des consommations sont solitaires. On sort largement du cadre festif ou récréatif. Ils sont répétés, ils sont massifs. Est-ce que c'est pour gérer un trauma? Est-ce que c'est un transfert de dépendance? Ceux qui commercialisent les produits,
Il y a même des parfums maintenant dans les cartouches. Donc autant au niveau culinaire, on ne voit pas trop l'intérêt, mais là, c'est plus qu'un gaz propulseur. Il y a aussi le goût hein, qui rentre en jeu, des consommations qui se poursuivent malgré les connaissances des risques, y compris dans la conduite véhicule, des trafics de rue et surtout par les réseaux sociaux, des livraisons à domicile. Enfin, tous les moyens technologiques sont mis en place pour livrer, pour atteindre ce public jeune. Hein, donc avec des récidives, des rechutes, malgré des passages aux urgences. Même aujourd'hui, avec les connaissances, certains usagers pensent qu'ils peuvent prendre l'antidote tout en continuant à prendre le produit. Donc on est dans des messages qui sont très mixtes, avec des remontées qui ont augmenté durant la crise sanitaire et qui continuent. D'autres signaux qui sont très parlants, on le disait, dans certains quartiers, il y a des rues où c'est très visible, ces cartouches, des publicités. Hein. Par exemple, là, vous avez ce qu'on appelle des kits crackers, des kits de démarrage où tout est compris. Le ballon, les cartouches et l'appareil pour libérer le gaz. Hein, tout ça pour 16 €. Et vous pouvez choisir le nombre de ballons qui va avec. Des mégadoses ont été observées par le centre antipoison. On peut aller jusqu'à 2000 cartouches par semaine, donc des quantités assez énormes. Parfois, au niveau de la publicité, il y a aussi une volonté de dissimuler la chose. Comme ici, vous avez une publicité Smart Whip, donc Chantilly, hein, à double sens, pour donner un petit coup de fouet dans le travail. D'autres signaux, comme on disait, cartouches, mais aujourd'hui, on a passé les bobones même, qui peuvent se vendre en nombre avec des prix dégressifs. Des tanks maintenant, des tanks de 2,5 kg de protoxyde d'azote, c'est énorme. Ces tanks-là, on les voyait dans les soins de méopas, mais aujourd'hui, c'est plus pour les soins, c'est pour à visée récréative. Et puis au niveau là, vous avez un tweet du commissariat de Havre où ils ont récolté un véhicule contenant 250 kg de bouteilles de protoxyde d'azote et 300 cartouches. Hein, donc des saisies énormes. Voilà, quelques autres signaux. Donc ça se passe au niveau des réseaux sociaux avec Snapchat, hein, des sites bien identifiés par les jeunes, Allo Proto, Ballon Drive, SOS Ballon, avec WhatsApp. Vous pouvez commander une bobonne, 25 € et vous l'aurez dans 25 minutes. Livraison à domicile. Donc là, je vais vous présenter un état des lieux et faire la synthèse au travers de 4 études. Les chiffres sont assez récents, 2022, 2021. Donc aujourd'hui, vous avez l'addictovigilance. Donc là, c'est le centre d'études des effets des produits psychoactifs. Hein. Drogue Info Service, où c'est un numéro. On peut appeler le numéro Drogue Info Service. On parle des préoccupations. Les usagers peuvent s'informer de manière anonyme auprès de ce numéro. Il y a aussi les données du centre antipoison, hein, où on aborde par le biais d'une étude un peu plus poussée les modes de consommation et comment les choses évoluent. C'est une étude qui est aussi bien qualitative que quantitative sur le devenir aussi des patients. Et puis, une dernière donnée avec l'OFDT, donc, et notamment au niveau du dispositif Trend, pour identifier l'évolution des tendances émergentes, et notamment en ce qui concerne le protoxyde d'azote.
Donc, le centre d'addictovigilance, qu'est-ce qu'il nous montre? Donc, ici, vous avez une donnée qui vient d'une enquête avec un chiffre qui est assez conséquent, plusieurs dizaines de milliers, au niveau d'un établissement d'enseignement supérieur. Hein. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est face largement à une population jeune, majoritairement masculin. Hein. On estime que par cette étude, il y a au moins 1% de ces étudiants, en répondant au questionnaire, qui sont dépendants. Ils ressentent des pulsions de consommer, au moins avec un craving, ce qu'on appelle un craving, à hauteur de 4%. Ici, vous voyez que le ratio hommes et femmes est largement en faveur des hommes, hein, 2 fois plus d'hommes que de femmes qui sont concernés par la prise du protoxyde d'azote. Donc une consommation qui concerne les jeunes usagers, mais aussi de plus en plus jeunes. Hein. Ici, une autre étude dans un lycée parisien, hein, sur 167 élèves en seconde, vous avez au moins 14% qui ont expérimenté le protoxyde d'azote, hein, avec un âge qui est 12-14 ans. Donc c'est largement en dessous de l'âge de majorité. D'autres données qui montrent que l'atteinte principale est celui des complications, des symptômes neurologiques. Il y a tout un spectre qui concerne cela. Mon collègue Guillaume Grief va venir ça en détail, mais vous pouvez sentir des paresthésies, ça peut être des faiblesses, ça peut aller jusqu'à des séquelles et puis des atteintes neuromusculaires. Hein. Donc, sur cette étude, il y avait 314 cas rapportés en 2022 par l'addictovigilance. On est par rapport à 339 l'année précédente, mais 400 complications ont été rapportées dans cette étude. Toujours une majorité masculine, hein, l'âge moyen 22 ans. Ce chiffre est préoccupant, 10% de mineurs. Donc 10%, ça c'est le produit, contrairement par exemple à l'alcool où il faut atteindre un certain âge, il y a vente libre, les mineurs peuvent s'en procurer et aussi des polyconsommations associées. Les données de Drogue Info Service. Donc ce service, on peut appeler, c'est un numéro anonyme gratuit, hein, et donc les personnes qui appellent parce qu'ils sont préoccupés par, alors ça peut être eux ou leur entourage. Et donc qu'est-ce que ces données de Drogue Info Service 2022? Il y a 159 cas de rapportés de consommation de protoxyde d'azote provenant soit des usagers eux-mêmes, soit de l'entourage. Et là, premier constat, c'est surtout l'entourage qui est préoccupé par les consommations. Donc, on retrouve ce qu'on a évoqué, surtout une population masculine, l'âge 22 ans et toujours 10-12% de mineurs impliqués. Donc, c'est l'entourage qui est préoccupé par les consommations d'un proche. Hein, ils sont, voilà, dans 66%, c'est l'entourage en fait qui appelle Drogue Info Service parce qu'ils trouvent qu'il y a des modifications de comportement. Le numéro Drogue Info Service, c'est un numéro 08, c'est national. Donc l'entourage appelle et dans 66%, ils sont préoccupés par la personne qui consomme. Ça veut dire que la personne elle-même, elle est peut-être pas, elle voit pas ça comme un problème, mais l'entourage, eux, est très préoccupé, soit par ils savent pas trop. Hein, c'est là où il y a un travail d'information à faire. Il y a rien de précis qui peuvent identifier. Les usagers, ils sont à 55%
comme source d'appel à ce service Drogue Info, et ils sont très préoccupés par les atteintes neurologiques, hein, comme on l'a vu. Il y a aussi une préoccupation au niveau des modifications de comportement, notamment les atteintes psychiatriques. Hein. Mais donc, premier constat, l'entourage, c'est eux qui posent des interrogations encore plus que les usagers eux-mêmes. Les données du centre antipoison, donc pour 2022, hein, vous avez dans ce 65 cas rapportés en 2022, population masculine, l'âge 21, avec 10, 15 même % de mineurs. Donc dans cette étude, on a voulu aller un peu plus loin, c'est-à-dire identifier des facteurs de protection et de prise de risque au niveau des usagers. On a évidemment abordé les complications neurologiques et psychiatriques. Mais ici, donc, l'enquête concernait 70 patients qui rentraient dans les critères de usage détourné de protoxyde d'azote. Il y a eu 20 réponses téléphoniques. 12 patients ont refusé de participer à l'étude, hein, mais sur les 77, il y en a 8 qui étaient prêts à aller plus loin dans les questionnaires du centre antipoison. Bon, il y a un biais, certes, mais c'est pas inintéressant de voir qu'est-ce que ces 8 patients ils ont rapporté. Donc, premier constat, il y a ce délai de complications rapportées par rapport aux questions. Au moins 4 mois avant qu'ils se posent des questions. Hein, au moins 4 mois de consommation, d'usage détourné, avant de se poser des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut que je fasse soigner, etc. Alors qu'il y a dans la moitié des cas de ces patients-là, il y avait déjà des séquelles très importantes, paresthésie, troubles de la marche, hein, troubles de la concentration, troubles de la mémoire, des douleurs. Ils ont certes, dans 87%, ne consommaient plus de protoxyde d'azote, mais il y avait déjà des complications et on était déjà dans une phase nuisible de leur consommation. Les consommations chez ces patients, il n'y a pas vraiment de transfert. C'est un âge où ils n'ont pas accès à l'alcool, donc ni alcool ni tabac, on n'a pas retrouvé qu'il y avait un transfert vers un autre produit. Hein. Ils sont restés sur le protoxyde d'azote. Il y avait des consommations passées de protoxyde d'azote, hein, qui étaient quotidiennes, qui concernaient des grandes quantités. Là où ils ont commencé avec des cartouches, ils sont passés à la bobonne et puis le tank, donc ce surenchère de consommation, avec une augmentation des quantités consommées quotidiennement. Il n'y a pas le phénomène de tolérance qu'on retrouve souvent en addictologie, c'est-à-dire qu'ils consomment et puis les doses, les fréquences de consommation augmentent, mais ils ne trouvent pas qu'il y a besoin il n'y a pas de phénomène de manque, ils consomment dans un contexte bien particulier. Les prises en charge, donc 7 patients sur 8 ont une consultation avec un neurologue, hein, avec une orientation addictologique derrière. Mode d'obtention et nouvelle réglementation, ils ont déclaré que voilà, c'est soit la rue, soit sur le terrain. Il y a d'autres modes d'obtention Internet, on y reviendra, Snapchat, TikTok, etc., voire l'épicerie dans un certain cas. Ils n'ont pas de connaissance qu'il y a une réglementation. Donc ici, les critères de dépendance. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la poursuite de la consommation malgré les dommages. Donc un fort critère de dépendance à leur niveau. Les facteurs protecteurs, donc comme on le disait, il y a des facteurs qui poussent à la consommation, le passage du
de la cartouche à la bobonne au tank, dans 6 des 8 patients concernés, avec augmentation des quantités et des fréquences. Une disponibilité qui est toujours présente, une offre qui se maintient. L'absence de suivi, donc est un très fort critère de rechute. S'ils n'ont pas vu d'addictologue, s'ils ne sont pas dans un parcours de soins, il y a de fortes chances qu'ils vont continuer à consommer jusqu'à des complications et même au-delà. Les facteurs protecteurs, c'est une rupture. Il faut chercher à les aider de sortir de cet entourage de consommation. Et puis l'information, la mise en danger, on y reviendra sur ça. Bon, les dernières données de l'OFDT viennent des études, diverses études. Je vais passer rapidement sur ça, mais il y a notamment le dispositif TREN, donc c'est des consommations émergentes. Il y a des facteurs qui poussent à la consommation, le contexte festif, évidemment, la fugacité du produit, comme quoi il n'est pas dangereux au bout d'1 minute, il n'y a plus d'effet, donc il n'y a plus de risque, et c'est faussement rassurant à ce niveau-là. Une méconnaissance, évidemment, des risques pris, que tout est réversible une fois que les effets partent. L'accès facile, par le biais des réseaux sociaux, un faible prix, à quelques euros pour avoir des cartouches, des bobonnes. Et puis, ils ne sont pas dans la détection possible. Alors ça, peut-être les choses ont bougé, mais aujourd'hui, il est très difficile de détecter le protoxyde d'azote de manière objective. Les autres éléments à retenir, donc les free parties, l'augmentation de taille, c'est très préoccupant, avec des conséquences sanitaires graves. Vous voyez ici, on est passé en quelques années, cartouche, bobonne et aujourd'hui tank. C'est quand même impressionnant. Le vocabulaire, on voit là se faire des ballons, se faire des halls, en référence au Géol, le GHB, le kétamine. Donc on est clairement à des effets qui sont très, très, très à risque, des comas, des Géol, des ball halls, des consommations qui explosent, 180 ballons en une occasion, en quelques heures, c'est très, très, très préoccupant. Après, il y a aussi la taille des ballons, etc. Un élément à retenir, de plus en plus de consommation solitaire, à usage dit anxiolytique, autothérapeutique, sans qu'il y ait un regard objectif sur les consommations. Bon, quels sont les points, si on résume tout ça? Encore une fois, certes, le nombre est faible, mais les complications individuelles sont énormes. Un risque de complications neurologiques, d'addiction, puisque les consommations augmentent en fréquence et en quantité. Des sujets jeunes avec un impact à long terme catastrophique, séquelles, handicap. Les femmes sont plus touchées que les hommes. Et il se pose la question de l'influence au niveau de l'entourage. Donc aujourd'hui, l'objet de Proto doit se poser la question du marketing autour du produit. Changer l'image du produit, ça va être un enjeu chez les jeunes, de dire que le Proto, c'est pas marrant, c'est pas rigolo. Pour qu'eux, ils puissent un peu voir au-delà de ce qui est mis en avant, le côté récréatif, voire pour certains le côté autothérapeutique. Quelques réponses sont en cours. Donc là, au niveau local, vous avez des campagnes, on l'a dit, des alertes au niveau de l'ARS, des arrêtés municipaux. Au niveau national, d'autres campagnes, des publications de l'Agence du médicament, la loi du 1er juin 2021. Donc des campagnes, vous voyez que
selon les quartiers, il y a une très forte prévalence de consommation. Voilà, donc depuis le 1er juin, vous avez notamment, il y a un accent qui est mis sur le fait de le faire l'accès au proto aux mineurs, hein, des quantités qui sont restreintes, quantité maximale, avec des fortes amendes. Maintenant, des projets sont en cours. Ça va être un peu l'enjeu, comment, par ce biais-là, on peut changer l'image. Il s'agit, alors, il y a des projets d'interdiction totale, mais il ne faut pas rendre le produit plus désirable. C'est ça aussi l'enjeu. Hein, ça peut être, c'est à double tranchant. Donc, ça pose question, ça pose débat. Voilà, donc un produit qui est ancien, mais qui est en pleine recrudescence. Hein, on le voit dans la rue, on le voit par les quantités de conteneurs. Les modes ont changé. On était dans des espaces de partie, à des consommations en groupe, solitaires, des pratiques d'usage qui concernent de plus en plus les jeunes, avec des complications sanitaires observées qui sont catastrophiques au niveau individuel, mais au niveau santé publique des jeunes aussi. Travailler sur les jeunes, cette population, ça va être un peu l'enjeu des prochaines années pour faire reculer les complications, les séquelles, les risques de dépendance accrue dans le milieu scolaire, et donc ça passe par la veille sanitaire du protoxyde d'azote. Merci pour votre attention. Je vous invite à garder vos questions, les noter, puisque nous prendrons toutes les questions à la fin de l'intervention du docteur Grisch, que j'invite à rejoindre le pupitre, et nous allons inverser. Donc, vous êtes biologiste médical en biochimie et spécialisé en biochimie spécialisée. Vous intervenez au CHU de Lille. Et vous êtes notamment coordinateur du réseau de soins protoxyde d'azote, et dont vous nous parlerez. Tout à fait. Voilà, tout d'abord, merci de cette invitation et de l'opportunité qu'on puisse aujourd'hui présenter un petit peu nos travaux en tant que professionnel de soins sur le protoxyde d'azote. Donc, comme vous l'avez dit, je viens de Lille, mais je serai aussi la voix d'un réseau un petit peu plus large que la métropole de Lille. Alors, je commence toujours par des exemples un petit peu concrets, des photos qu'on peut prendre, des faits qu'on peut voir effectivement plutôt le soir, des ballons gonflés dans des voitures, effectivement des choses qu'on voit de plus en plus fréquemment. Donc ces ballons, voilà, ça va être du protoxyde d'azote, vous le savez en étant venu aujourd'hui. Mais également malheureusement des déchets qu'on peut voir de plus en plus, et on ne le voit pas que dans les grandes villes. Moi j'habite un petit village en fait à 20 km de Lille, et j'en vois aussi. Donc ça c'est des espaces verts près de chez moi. Donc malheureusement c'est pas que dans les grandes métropoles qu'on voit ça, et c'est de plus en plus fréquent de voir ces images de déchets. Donc ces déchets, c'est quoi? C'est du protoxyde d'azote. Donc on connaît toujours cette petite capsule ici, donc c'est toujours l'image qu'on a du protoxyde d'azote, la petite capsule culinaire qu'on craque, qu'on prend. D'ailleurs, quand on parle des consommations, on parle souvent en capsules. C'est pour ça qu'on a des 50, 100, etc. Mais l'usage, comme l'a dit mon confrère, il a évolué. Maintenant, les capsules, il n'y en a plus, quasiment plus. Les consommateurs, ils sont passés sur autre chose. Donc là, j'ai un peu de redite. Mais je ne suis pas venu les mains vides. Voilà. Bon, les vides, je vous rassure, il n'y aura pas des choses après. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est ces bonbonnes maintenant, en fait, qui sont devenues vraiment banalisées. Donc c'est la forme de consommation du protoxyde limite la plus petite maintenant. Parce que ça, ces bonbonnes, c'est complètement banalisé. C'est la forme la plus petite. Vous voyez que déjà, en soirée, on peut en avoir un certain nombre. Alors, avec les bonbonnes, il y a les ballons. Maintenant, les ballons sont de plus en plus grands aussi. Donc, quand on parle, vous avez pris combien de ballons? Vous avez pris combien de ballons comme ça ou celui-là? Vous voyez que des images qu'on peut trouver sur Internet de ballons quand même assez costauds. Donc, ce qui fait que la consommation augmente. Et on en a parlé, les fameux tanks. Alors, je suis désolé, je n'ai pas pris la valise format avion. J'avais que ça prendre dans mon sac aujourd'hui. Mais les tanks, on en a beaucoup. On en retrouve énormément. Et moi, j'en vois maintenant, depuis plusieurs mois, même dans nos campagnes, en fait. Et au niveau des consommations,
consommation, vous voyez que là, c'est une capsule, là, c'est une bonbonne et là, c'est un tank. Donc, c'est 1 à chaque fois, on dit 1. On disait le consommateur, il consomme une capsule, 10 capsules. Mais maintenant, il consomme une bonbonne, 2 bonbonnes, 3 bonbonnes. Nous, on a des gens, ils en consomment 5, 6, 10 par jour, des trucs comme ça. Alors, on n'est pas encore venu à les quantifier comme ça, mais là, ça peut faire peur. Donc, la quantité qui est consommée, vraiment, elle est massive. Donc, dessus, on va retrouver aussi des mentions. Donc, là, vous voyez que, par exemple, celle-ci, vegan halal. Hein. Donc, on a quand même un marketing quand même assez fou là-dessus. On a pensé à la sans gluten pour éventuellement financer nos recherches, mais bon, on s'est dit que ce n'était pas terrible. Donc, vous voyez, un vegan halal, qualité européenne garantie, hein. Vous en faites pas, hein. L'Union européenne est là pour garantir la fiabilité de ses produits. Et là, bien sûr, on peut gagner des voyages à Amsterdam, hein, bizarrement, quand on peut scanner le QR code d'une des bonbonnes qu'on a retrouvées dans la métropole. Donc, on le voit, ça vient d'où ces bonbonnes? Alors, il y a un arrêté qui est sorti au 1er janvier qui interdit la vente. Hein. Ça y est, il est sorti. C'est plus qu'un projet, il est sorti. Mais aujourd'hui, on achète ça pas avec une facture, une TVA, et voilà. Hein. Donc aujourd'hui, c'est une vente qui se fait particulier à particulier, on va dire, pour pas dire autre chose, ou sur Internet. Et vous voyez que les sites Internet, là, déjà, vous avez plusieurs formes, là, entre la forme Midnight, la forme Gold, vraiment les accessoires qu'on peut avoir avec, et vous voyez ces traductions dans plein de pays, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas que la France aujourd'hui, hein. Ce n'est pas que la région, la France, c'est vraiment un fléau qui est international aujourd'hui. Parce que déjà, pour faire un site web avec un marketing aussi fort et le traduire en plusieurs langues, ça coûte de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui sont générés sur le protoxyde. Et là, ce que je vous ai ramené aujourd'hui, elle est rose. Ce n'est pas que parce que c'est la version fille, c'est la version aussi à la fraise. Et j'ai la version bleue, mais j'en ai pas toute ramenée. Elle est à la noix de coco, celle-là. Donc, vous voyez, ce qu'on a depuis quelques mois maintenant, c'est les versions aromatisées. Et ces versions aromatisées, elles existent aussi en format tank. Donc, vous voyez, on a une incitation de consommation qui est assez massive. Et vous voyez là, qu'est-ce qu'on a en bas? Des goodies, en fait. Hein, parce que voilà, effectivement, on peut s'acheter des cadeaux aussi à l'effigie de sa marque, ici, un préféré, hein, la coque de téléphone, le bob, le t-shirt, etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose de complètement en vogue aujourd'hui, qui a un effet aussi de mode, en fait, avec des marques déposées. Hein. Vous aviez des marques de vêtements, maintenant, c'est certainement les marques de bonbonnes aussi hein, qui font fureur. Alors, après, si vous aimez les jeux vidéo, vous voyez qu'on a aussi les versions jeux vidéo, donc le fameux jeu vidéo Grand Theft Auto, hein, qui va aussi nous faire réfléchir à la consommation au volant. Voilà, parce que derrière, dans ce jeu vidéo-là, c'est le volant, c'est les sensations. Donc tout à l'heure, vous l'avez mentionné, avoir des sensations, au volant aussi. Hein, je pense que c'est pour ça qu'on voit ces ballons au volant aussi, certainement pour avoir les sensations. Donc vous voyez, là, les capsules bleues, les tanks bleus avec, c'est le jeu vidéo, hein, ils n'ont pas utilisé le même nom, mais Miami Magic, Vice City, là, voilà, c'est ceux qui connaissent le jeu vidéo GTA, hein, c'est le jeu vidéo, je pense, le plus vendu au monde, hein, donc on touche quand même un public particulier. Et si vous n'aimez pas les jeux vidéo, vous n'en faites pas, vous avez la version Netflix aussi qui existe avec la fameuse série, hein, avec le fabricant, pas de pain, mais d'autres choses. Donc voilà, chacun y trouve un petit peu son compte sur le protoxyde d'azote. Alors ça, c'est pour les consommateurs. Mais vous avez besoin d'argent aussi, on vous incite sur Internet à comment faire beaucoup d'argent avec le protoxyde d'azote. Donc voilà, là il y a un petit tutoriel YouTube hein, qui vous explique que finalement, en devenant revendeur de protoxyde d'azote, vous payez une belle maison au soleil hein, ici. Donc voilà, la personne en 5-10 minutes vous explique comment monter le business du protoxyde d'azote et comme lui, hein, vous aurez votre belle piscine et votre belle maison. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez sévère. Et aujourd'hui là, vous voyez, voilà ce qu'on peut trouver en fait sur les sites là. Vous avez un des sites, hein, il en existe plein, hein, des marques, et en fait, vous avez une partie du site pour l'acheter et une partie du site qui vous, obtenir un devis en gros pour devenir revendeur. Parce que le protoxyde d'azote, c'est un marché en pleine croissance et plein d'opportunités. Donc vous pouvez acheter des palettes, mais ce n'est pas le conditionnement le plus grand. Hein. Maintenant, on le voit hein, dans les tutoriels, c'est carrément des containers en fait. Voilà, ils vendent par container de protoxyde d'azote. Donc ensuite, ça s'est revendu au détail. Hein. Donc les prix varient. Hein. On a vu tout à l'heure le pack à 15 €, mais il faut savoir que dans certains bars à chicha, ils arrivent à les revendre jusqu'à 130 €. Bon, en plus, ils viennent avec les flammes comme les bouteilles du Chambord des boîtes de nuit, donc le caractère inflammable, on y passera aussi. Donc vous voyez que c'est quand même, d'un point de vue consommateur et revendeur, il y a une incitation extrême énorme. Bon, on pouvait encore en trouver hein, sur Amazon il y a plusieurs semaines. Je revérifierai, depuis le 1er janvier, normalement c'est illégal. Donc normalement, on ne devrait plus trouver ce genre de choses. Mais la majorité de la vente, ce n'est pas sur des sites comme ça officiels, ni dans des commerces en fait. Hein. C'est de la vente en détail, c'est de la revente derrière de palettes, etc. Donc effectivement, on l'a dit tout à l'heure, des montagnes
Donc c'est déjà un désastre écologique, hein. Ce n'est pas un signe clinique, désolé, mais voilà, ça a quand même des conséquences. Et derrière, on a aussi beaucoup de rapports des centres de tri des déchets. En fait, ils vont les brûler, ça explose en fait, hein. Donc on a comme ça des choses qui explosent dans les centres de traitement des déchets, hein, parce qu'effectivement, certaines ne sont pas vides, hein, et quand vous les brûlez, ça explose malheureusement. Donc là, c'était une illustration. Là, c'est là où j'habite, hein, 7000 habitants. Vous voyez, je sors de chez moi pour aller accompagner mes enfants à l'école une fois, et voilà sur quoi on tombe. Donc comme quoi, c'est pas un phénomène qui touche que les cités, etc. Ça, on a pu en entendre, hein, de certains collègues en disant oui, c'est un épiphénomène, c'est vraiment que certains quartiers. Non, effectivement, il y en a partout maintenant. Et c'est bien aujourd'hui qu'on puisse venir en parler pour aussi que certaines personnes ouvrent un petit peu les yeux. Donc les usagers, je vais vraiment très rapide, hein, parce que je pense qu'on a une belle démonstration, hein, donc principalement des jeunes, hein, mais pas que, hein. C'est vrai qu'il ne faut pas être focalisé sur le sujet jeune de 19 ans. On peut avoir une femme de 42 ans qui consomme du protoxyde d'azote. Il ne faut pas l'écarter du diagnostic, on en a. Donc aujourd'hui, voilà, il faut quand même être assez large sur les profils de consommateurs, même s'il y a majoritairement. Alors pour le ratio homme-femme, là je vais mettre un bémol, parce que nous, on a nos données à nous de patients qu'on reçoit en hospitalisation, qu'on questionne, on est sur un équilibre 50-50 maintenant. Il n'y a plus le ratio homme-femme. Alors, c'est les données de la dictovigilance, donc c'est les déclarations, mais nous, comme on regarde un petit peu tous nos patients, effectivement, on a des équilibres. Il y a même certains mois, on a plus de femmes que d'hommes, en fait. Donc, on a vraiment ce ratio qui est assez équilibré. Bon, après, il y a toujours un biais, hein, c'est les patients qui viennent à l'hôpital, hein. On ne peut pas interroger non plus tout le monde. Donc là, c'est le cas un peu épidémiologique, hein, on va dire des hospitalisations et consultations qu'on a eues au CHU de Lille et dans les hôpitaux partenaires avec nous. Donc vous voyez qu'en 2022, on était à peu près à 300 et 2023, on est pareil en fait, hein. Donc effectivement, on est sur des chiffres assez hallucinants. Alors sur ces 300 cas, ils ne sont pas forcément tous déclarés à la dictovigilance. Pourquoi ? Parce que c'est un process qui est lourd. Alors je vous parlerai après du parcours de soins, mais une déclaration à faire dans un service d'urgence qui est débordé, qui est presque prêt à fermer, voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est là aussi on a des difficultés à avoir les cas aussi. C'est qu'il faut mobiliser les professionnels de soins et organiser les soins autour du protoxyde, et c'est ce que je vais vous présenter aussi après. Donc effectivement, ces cas sont avec des conséquences cliniques plus ou moins graves. Mais aux urgences, c'est vrai qu'on a les cas les plus graves. Donc quels sont ces effets, hein, du protoxyde d'azote ? Alors déjà, il y a les effets qui sont recherchés par le consommateur. Voilà, euphorie, on rigole. Alors ce qui est bien, c'est que ça apparaît rapidement et ça disparaît rapidement. Ce qui fait aussi qu'on reconsomme continuellement. Donc après, il y a l'effet anesthésiant, on s'oublie, hein. Donc déjà, on n'est pas dans un état terrible. Donc pour conduire la voiture, c'est pas terrible, hein, des protoxydes d'azote. Et ensuite, on va avoir toute une panoplie de signes cliniques plus ou moins graves, hein, donc les fameux fourmillements, et jusqu'à des phénomènes qu'on appelle de thrombose cardiovasculaire ou des paralysies complètes. Donc on va un petit peu les revoir. Donc déjà, le premier constat, hein, comme je l'ai dit, c'est que quand on prend du protoxyde d'azote, on n'est pas totalement conscient, et on a des pertes de réflexes quand même. Donc les accidents de la route, il y en a beaucoup. Il y en a combien, vous allez me demander ? On ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'études qui permettent d'aller recenser le nombre d'accidents de la route par rapport à la consommation de protoxyde d'azote. Donc on se base sur les faits divers. Donc il y a des faits divers en France, là vous en avez ici, mais il y en a aussi à l'international, hein. Donc là c'est au Royaume-Uni, là c'est aux États-Unis, donc c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement, très très régulièrement malheureusement. Donc les effets cliniques du protoxyde d'azote, alors tout d'abord c'est l'effet neurologique. Effectivement, c'est ce qu'on retrouve le plus. Mais après je vous dirai, on ne retrouve que ce qu'on cherche en fait aujourd'hui. Beaucoup de signes neurologiques, parce qu'on les connaît ces signes neurologiques, donc on va chercher les signes neurologiques. Mais derrière, il y a d'autres signes qu'on ne recherche pas volontiers en fait, et qui vont plus difficiles. Donc les chiffres qu'on nous présente à chaque fois sont toujours biaisés par rapport à ce qu'on cherche aussi, parce qu'il y a un manque de connaissances de la communauté médicale sur les effets du protoxyde d'azote. Et ça, il faut en avoir vraiment conscience. Donc en termes neurologiques, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des signes qui sont de l'ordre, on va dire, neurosensoriel, neuromoteur. On a des fourmillements, des pertes d'équilibre qui vont jusqu'à la paralysie. Donc ça, c'est ce qu'on voit relativement souvent, donc avec des patients qui sont jusqu'au fauteuil roulant, hein, et avec une récupération clinique derrière qui est très 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 lente, des mois ou des années pour certains patients. Donc voilà, donc effectivement c'est quand même lourd, on l'a dit tout à l'heure, c'est des jeunes, donc vous imaginez l'impact sociétal derrière est énorme. On va avoir aussi des signes psychiatriques. On peut avoir des signes psychiatriques, alors au-delà de l'addiction, etc., mais on peut avoir des hallucinations, des états de dépression, alors que paradoxalement, le protoxyde d'azote, il est utilisé dans certains essais cliniques comme traitement de la dépression. On peut aussi entraîner de la dépression sur le protoxyde d'azote. Donc ça, c'est la toxicité neurologique qu'on connaît assez bien. Donc, qui sont liés à, alors désolé, hein, il y a quelques schémas quand même médicaux qui sont liés à l'impact de ce protoxyde d'azote en fait sur des récepteurs au niveau cérébral et nerveux.
Mais effectivement, ce qui est assez paradoxal, c'est que le neurosensoriel, le neuromoteur, c'est-à-dire je perds l'équilibre et je perds la coordination, c'est pas du tout lié en fait à ces récepteurs-là en fait. Ça va plutôt l'impact peut-être psychiatrique, dépendance. Donc en fait, on n'est pas du tout à des effets du protoxyde qui sont en lien avec la clinique. Donc ça peut être un peu paradoxal pour un neurologue. Et en fait, c'est lié au fait que c'est pas au niveau du cerveau que ça se passe. C'est au niveau de vos cellules en fait. Alors je vais faire un peu, il était une fois la vie, hein, désolé, mais on a des petites usines en fait dans le corps, dans les cellules là, qui vont permettre de fabriquer des choses qu'on appelle des métabolites en fait, grâce à des vitamines. On a parlé un peu des vitamines tout à l'heure. Et en fait, le protoxyde d'azote, il va empêcher ces vitamines de fonctionner. Mais quand vous en prenez, vous dites c'est super. Non, parce qu'en fait, celles que vous prenez, elles seront déjà inactivées par le protoxyde d'azote continuellement. Donc le fait de prendre la vitamine là, en prévention, comme les consommateurs le pensent, ça ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, on a 60%, nous, des patients qui viennent dans les services d'hospitalisation qui la prenaient déjà, la fameuse vitamine, donc ça ne vous protège pas du tout. Donc voilà, finalement, ici, le protoxyde d'azote va être plus vicieux que ça, va vraiment agir à l'intérieur de l'organisme sur vos usines en fait, de fonctionnement qu'on appelle le métabolisme et va empêcher de fabriquer des choses qui sont nécessaires. Et une des choses qui est nécessaire, c'est la fabrication de ce qu'on appelle des gaines de myéline. Donc, ce qui va protéger, je caricature un petit peu, vos nerfs en fait finalement. Et en venant à attaquer ça, vous allez les déminimiser. Ça fait comme la sclérose en plaques. Si vous connaissez cette maladie, en fait, un des impacts du protoxyde d'azote, alors c'est pas de créer une sclérose en plaques, ça fait des tableaux cliniques qui sont assez similaires parce qu'on fabrique plus ce qu'il faut pour aller protéger nos nerfs. Alors je caricature beaucoup, ce qui fait qu'on a des images qu'on appelle de moelle blanche à l'imagerie des patients. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Âme sensible, s'abstenir. Là, j'ai des photos un petit peu choquantes. Donc, si vous voulez détourner le regard, là. On va avoir aussi autre chose qu'on a un petit peu sous-estimé pendant un temps, mais on a quand même quelques patients qui ont ça, c'est les brûlures par le protoxyde d'azote. Parce qu'aujourd'hui, le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est à moins de 50 degrés. Donc effectivement, aujourd'hui, le ballon, ça sert à le dilater un petit peu, à le réchauffer. Mais le problème, c'est que les consommateurs, vous voyez que là, c'est des brûlures étendues, c'est un même endroit, c'est les cuisses. Parce qu'ils mettent la bonbonne là, entre les cuisses pour gonfler les ballons. Et en fait, sous l'effet de la dépressurisation, la bonbonne en fait, se met à geler. Donc on a des gelures à des températures très 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 basses. Sauf que double problème de la gelure, déjà ça fait moins mal qu'une brûlure, une gelure, mais c'est surtout qu'en consommant le protoxyde, on est anesthésié. Donc finalement, on se brûle en étant anesthésié. Et une fois qu'ils enlèvent la bonbonne, finalement, il y a la peau qui part avec. Et donc vous voyez quand même des brûlures très très profondes. Hein. Là, c'est de la greffe de peau, hein. C'est pas la biafine derrière. Donc, c'est des patients qui sont suivis pendant des mois. Donc, on a aussi ce type de patients qu'on arrive aussi à récupérer dans le parcours de soins que je vous présenterai après. Hein. On peut les identifier grâce à ces brûlures. Mais voyez un petit peu les modes de consommation qui poussent du coup, malheureusement, aussi aux brûlures. La toxicité cardiovasculaire aussi, j'en ai commencé à en parler tout à l'heure, on a des cas de thrombose en fait. Les thromboses, c'est les caillots qui viennent boucher les vaisseaux en fait, et en fonction de l'organe qui est bouché, vous avez une embolie pulmonaire quand c'est le poumon, vous avez un AVC quand c'est le cerveau, voilà, des thromboses des membres inférieurs qui vont vous entraîner des problèmes au niveau de ces membres. Vous voyez ici, je les ai un petit peu répertoriés. Pourquoi? Parce que le protoxyde d'azote, je vous l'ai dit tout à l'heure, en agissant sur les cellules, il va empêcher la formation de certaines substances qui sont nécessaires à fabriquer vos nerfs, par exemple, mais aussi il va aller empêcher, on va dire, le recyclage ou l'élimination de substances toxiques. Et il y a une des substances toxiques, en fait, qui va activer la voie de coagulation, donc qui va former des caillots de sang derrière qui sont responsables de ces phénomènes de thrombose. Donc effectivement, on a ça aussi maintenant, la toxicité cardiovasculaire. Donc on a eu des cas, beaucoup de cas d'embolie pulmonaire et de thrombose des membres inférieurs, un cas d'AVC quand même, mais c'est pareil. C'est juste parce qu'on les a cherchés à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thromboses chez les jeunes. On ne va pas forcément chercher ça, parce que les médecins ne connaissent pas beaucoup ça. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un phénomène qui est estimé entre 5 et 10% des consommateurs avec des conséquences, mais qui est certainement très, très sous-estimé, parce qu'on ne le cherche pas systématiquement. Et après, il y a tout ce qu'on ne connaît pas encore. Aujourd'hui, c'est l'iceberg. Donc on connaît beaucoup les signes neurologie et les brûlures. On connaît bien moindre les signes cardiovasculaires. Régulièrement, on le fait des découvertes secondaires de fortuite consommation par des médecins vasculaires qui nous appellent. On dit ouais, votre sujet 19 ans, ça. Vous lui avez posé la question de la conso. La conso de quoi? Moi, je ne connais pas ça. Voilà. Donc, on a une grande majorité de médecins qui, malheureusement, ne connaissent pas ça.
on va être là pour agir, justement, je vous en présenterai après, les signes psychiatriques et les effets sur les autres organes, il y en a certainement d'autres qui arriveront derrière. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on répertorie, je suis investigateur d'une étude pour aller voir un petit peu les conséquences du proto, et on a l'impression que les profils hépatiques, ils ne sont pas terribles non plus. Donc on se demande si on n'aura pas des conséquences sur le foie à long terme, peut-être des cancers du foie, on ne sait pas. Donc voilà, aujourd'hui, on connaît mal. Donc c'est pour ça qu'on s'est organisé. On s'est organisé entre praticiens, alors on a commencé à Lille, et maintenant on est un peu plus étendu, en se disant, il y a quand même un problème là. On commence à avoir des patients avec des profils très compliqués, on les soigne comment? On fait quoi? Et il y avait le neurologue, il y avait l'urgentiste, il y avait le médecin vasculaire, il y avait la dicto d'un côté. Tout le monde il est dans son coin en fait, soyons honnêtes, à l'hôpital, à part dans les réunions de concertation pluridisciplinaire qui sont bien établies parce que c'est des maladies qu'on connaît depuis 10, 20, 30 ans, sur le proto, il n'y a rien. Soyons honnêtes, il n'y avait rien, on ne se réunissait pas pour parler de proto. Donc nous, on s'est réunis. Alors on a l'avantage à Lille, c'est que l'hôpital est sur le même site et on s'appelle tous les jours. Donc on s'est réunis justement pour créer un groupe, donc un groupe qui a commencé à Lille, mais qui s'est étendu sur les hôpitaux des Hauts-de-France. On travaille beaucoup avec Roubaix, si vous connaissez Roubaix, au moins de réputation. Et après, au travers de nos réseaux respectifs, on a commencé à tous discuter, région, interrégion. Donc aujourd'hui, on a vraiment créé un réseau fort. Donc c'est un réseau à la fois de professionnels de santé et de non professionnels de santé, parce que le proto, finalement, on s'intéresse un petit peu à tous ces aspects, avec deux grands objectifs. Donc c'est le soin, c'est de mettre en place un parcours de soins optimisé pour le patient. C'est-à-dire aujourd'hui, je repère un patient, qu'est-ce que je dois en faire? Et on l'a vu, il y a de la neuro, il y a de la cardiovasque, on ne peut pas avoir un truc parfait pour tous les patients. Donc on a créé comme ça ce réseau avec les différents professionnels, formés et informés. Aujourd'hui, ils informent. Et il y a 2 mois, j'ai formé, parce que les médecins ne connaissent pas ça. Donc on a des travaux aussi avec la médecine de proximité, la médecine de ville, la médecine d'urgence, la neurologie. On intervient régulièrement pour alerter et former. Et ensuite, on a la deuxième vague, c'est le volet recherche, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas. Ça, c'est un peu embêtant. Donc il faut qu'on y aille au niveau recherche, donc il faut qu'on y aille ensemble pour mieux comprendre le produit, pour savoir ce qui peut se passer, comment prévenir, comment soigner derrière, comment détecter. Et effectivement, aujourd'hui, c'est essentiel. Donc, c'est le volet où on a un peu plus de difficultés. Ça, c'est les moyens financiers de la recherche en France. Mais bon, on ne désespère pas. Mais effectivement, il faut faire de la recherche sur le protoxine parce que c'est un problème de santé publique, vous l'avez dit. Il y a des gens qui ont des conséquences. On ne sait pas quoi chercher aujourd'hui sur ça. Donc, vraiment, on met l'accent dessus. Donc justement, ce réseau, vous voyez qu'il s'étend quand même sur plusieurs régions. Alors, quand c'est rouge, c'est qu'il est vraiment établi, il y a de l'inclusion de patients, etc. Quand c'est gris, c'est mis en place. Alors, je suis désolé, Paris est encore en gris aujourd'hui, mais on travaille dessus, effectivement, pour concilier un réseau fort, pour vraiment... un exemple concret, on a été appelé lundi par un patient qui consomme du protoxyde d'azote, qui s'inquiète. Et là, on fait un relais à un collègue de la région parisienne qui va pouvoir le suivre en addictologie. Donc ça, maintenant, on a des contacts ici à Paris, mais l'idée, c'est vraiment, pour chaque patient, comment les orienter pour aller du repérage jusqu'à l'arrêt derrière, le soin et l'arrêt des consommations. Donc, on a des praticiens issus de différentes disciplines médicales, parce que ce n'est pas que le neurologue dans son coin qui pourra le faire. S'il n'y a pas de pluridisciplinarité dans cette filière, ça ne fonctionne pas. On l'a vu, on l'a testé dans des centres hospitaliers. Quand les disciplines le prennent intégralement, ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment ce côté pluridisciplinaire qui est essentiel, au moins pour l'ensemble du repérage des patients et proposer l'ensemble des soins. Parce que vous l'avez vu, plein de signes cliniques différents, plein de complications différentes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment essentiel. Donc de la neuro, de la bio, de l'urgence, de la psychiatrie, cardio, endocrinologue, médecin général. Ils travaillent même avec des pharmaciens d'officine maintenant qui mettent dans leur pharmacie des stands sur le protoxine. Donc tout ça, on a pu le monter grâce à l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, qui a vraiment été notre pied à l'étrier pour ça. Alors je vois qu'on va pouvoir travailler aussi avec l'ARS Île-de-France, donc ça c'est super. Mais effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'est de proposer ça sur l'ensemble du territoire. Parce que ce qu'on a proposé, nous, en Hauts-de-France, on aimerait que partout il y ait ça. Parce qu'on a été appelé aussi par des patients de Nice. Enfin voilà, aujourd'hui, on ne peut pas avoir la France entière en leur disant prenez un vol pour venir à Lille. Non, l'idée, c'est d'avoir un relais territorial. On parlait de réseau tout à l'heure, exactement. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce que le problème de santé publique, il est là, il est partout. Donc, c'est le côté pluridisciplinaire, ça c'est complètement essentiel. Une discipline seule ne pourra pas prendre en charge ses patients, il y a énormément de choses. Donc cette filière, comment elle est organisée? Donc, elle est maintenant créée depuis 15 jours sous Association 1901 en fait. Donc on a créé un réseau comme ça, Association 1901 avec un conseil d'administration. Et l'idée c'est de mandater des centres de compétences en France qui travaillent déjà maintenant, mais c'est de les officialiser dans un espèce d'annuaire aussi en ligne et d'avoir des réseaux locaux. Et on travaille aussi avec des objectifs, les groupes de travail aujourd'hui.
c'est-à-dire comment on peut agir sur la consommation, quantifier, etc. Donc, on a des référents par groupe de travail. Qu'est-ce qu'on va rechercher sur le plan clinique pour être assez exhaustif et ne rien oublier. Pareil, ici, le cardiovasculaire et thrombose, on a aussi un groupe de travail. Qu'est-ce qu'on doit faire comme bilan, etc. On fait aussi de la communication. Vous verrez, je vais vous présenter après rapidement notre site web et nos réseaux sociaux, parce que le grand public a aussi, on a ce relais avec le grand public. Mais bon, l'ARS Hauts-de-France et Île-de-France ont fait un super site. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on essaie aussi de communiquer de notre côté. Les marqueurs biologiques, le protoxyde médical aussi, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a un usage médical. Mais maintenant, on se rend compte que peut-être il faudra être prudent sur certaines utilisations et certaines catégories de patients qu'on arrive mieux à identifier maintenant grâce à ce qu'on a pu réaliser. Donc, on fait pas mal de médiatisation aussi. Donc, la bonbonne que je vous ai présentée là, elle voyage beaucoup, parce que c'est celle qui est un peu plus marquante. On a un site web, filièreprotoxyde.fr. Alors, il est en construction, on n'a pas encore de webmaster professionnel. Donc, on a fait ça, nous, entre professionnels de santé, mais ça, on espère avoir un financement là pour monter un vrai site web qui répertorie un peu les risques, qui répertorie aussi nos actions, qui fait le relais aussi vers nos réseaux sociaux. Alors, on a des réseaux sociaux, on met des petits messages de prévention. Alors, c'est pas du niveau c'est pas sorcier, voilà, mais des petits messages clairs pour montrer qu'on peut avoir accès aux soins, quelles sont les complications, etc. Et puis des relais régulièrement dans les médias. Donc là, c'est par exemple une action qu'on a fait au CHU de Lille. On a tenu un stand. Donc vous avez des professionnels de santé médicaux, paramédicaux, et on a tenu ce stand. Vous voyez les fameux tanks, ils sont là, donc avec les ballons, et on a créé des affiches, flyers comme ça à destination du grand public ou des professionnels de santé. On a fait ça dans les halls des hôpitaux, ce qui fait qu'on touchait un petit peu les deux, pour promouvoir aussi une journée qu'on faisait sur le protoxyde d'azote au mois de novembre. Mais voilà, le type d'action qu'on peut être amené à réaliser. Donc le soin, comme je l'ai dit, c'est pluridisciplinaire. Aujourd'hui, voilà, c'est compliqué pour un médecin isolé de pouvoir avoir la prise en charge complète du protoxyde d'azote, parce que ça peut toucher plein d'organes différents. Et en médecine, on est malheureusement des spécialistes d'organes à chaque fois, donc il faut qu'on aille voir le confrère qui fait l'autre organe. Alors on a bien sûr le relais avec le médecin généraliste, mais qui aujourd'hui est très très mal averti et mal formé sur le protoxyde d'azote. Donc ça, on travaille aussi avec ce qu'on appelle les URPS, donc c'est les unions régionales de professionnels de santé de proximité. Donc on travaille avec l'URPS Hauts-de-France Médecine Libéraux pour vraiment avoir des webinaires de formation, etc. pour cette prise en charge. Donc ça commence en haut, le repérage du patient, jusqu'à l'entrée du patient. Alors nous, la plupart, ils entrent par le biais des urgences, malheureusement c'est les cas les plus graves, et ensuite avoir ce suivi du patient. Donc lui proposer des suivis, des contrôles biologiques, lui proposer aussi, une fois qu'on l'a repéré, d'avoir l'addicto de liaison. Donc on travaille avec les addictologues pour proposer une prise en charge aussi addictologique aux patients. Donc il y a les relais par exemple dans les XAPA, c'est des centres de proximité pour parler de l'addiction, et après ça revient au médecin. Donc on a ce relais ville-hôpital, qui est complètement essentiel aujourd'hui. Les médecins généralistes sont quand même là en relais de proximité avec les patients, donc il faut absolument qu'on travaille avec eux. Donc on a des documents, d'aide d'information. Là, c'est quelque chose qu'on avait fait pour, on va dire, grand public et professionnels de santé de premier niveau. Donc par exemple, dans les pharmacies d'officine, on a ce flyer, les risques que je vous ai montré tout à l'heure, les modes de consommation. Là, on a des niveaux un petit peu plus élevés d'informations pour les professionnels de santé. Donc c'est quelque chose qu'on a fait par exemple pour les urgentistes. Quels sont les signes cliniques, qu'est-ce qu'il faut faire pour la thérapeutique, etc. Pareil, on rappelle toujours les modes de consommation parce que finalement, tout le monde ne les connaît pas forcément. Les relais territoriaux, j'en ai parlé tout à l'heure avec les centres de compétences qu'on déploie au niveau national. Et nous, en tout cas, chez nous, dans les Hauts-de-France, grâce à l'ARS des Hauts-de-France, on a pu engager quelqu'un, un secrétaire médical, qui va appeler les patients, qui va prendre les rendez-vous avec eux, qui va prendre le relais avec les autres professionnels. Est-ce qu'il faut l'orienter vers un neurologue? Est-ce qu'il faut l'orienter vers un addictologue? Donc nous, on coordonne un petit peu ça. Donc moi, je suis un petit peu le chef d'orchestre de savoir vers où on va. Mais bon, on ne peut pas faire la France entière, comme je l'ai dit. Donc l'idée, c'est de monter un peu ça partout. Donc il y a ce relais qui est vraiment important. Et le fait juste d'appeler le patient, parce qu'on ne veut que des courriers, avoir un contact direct avec le patient, ça l'incite déjà. Et effectivement, sur les suivis, on était à 4% de suivi avant cette mise en place. Et là, on est quasiment à 30% de suivi. C'est énorme, le gap qu'on a eu, juste d'appeler les patients, d'avoir quelqu'un qui les suit, entre guillemets, même si c'est une secrétaire médicale, elle les appelle, il y a cette prise de contact. Et ça, c'est hyper, hyper important. Donc, sur le point de vue recherche, on a une étude clinique en cours pour aller découvrir un petit peu les complications, les modifications biologiques, qu'est-ce qu'on va doser dans le sang pour suivre ces patients, ça, c'est hyper essentiel aussi. Donc, bon, après, voilà, je vais passer, parce que déjà, j'ai pris pas mal de temps. On va regarder le métabolisme, voir un petit peu tout ce que ça fait pour prévenir derrière.
Est-ce que demain, c'est le rein qui sera touché par le protoxyde d'azote? Parce qu'on ne regarde jamais le rein chez le patient protoxyde d'azote. Donc aujourd'hui, on voudrait dire on va peut-être regarder un petit peu le rein pour voir ce qui se passe, parce qu'on touche quand même un métabolisme ici. En tant que chercheur, c'est un métabolisme que j'aime bien, qui est central surtout, qui peut agir sur tout, le cerveau, le foie, le rein. Donc théoriquement, il peut y avoir des complications plus importantes qu'on a maintenant. Donc c'est vraiment l'iceberg, le protoxyde d'azote. Donc on travaille aussi avec des équipes de recherche fondamentale qui vont exposer des cellules ou des souris pour voir comment ça se fait. Donc ça, c'est des projets qu'on dépose par exemple à l'IRESP, qui nous avait mis en contact aujourd'hui pour cette journée. Donc on espère pour obtenir des financements pour pouvoir vraiment comprendre en fait ce que c'est que le protoxyde d'azote. Donc après, ça fait l'objet de travaux publiés dans des revues internationales, donc il y en a un certain nombre depuis 2022. Et au niveau aussi, et ça sera mes dernières diapositives, on ne fait pas rien au niveau national. Donc, ce qu'on appelle les sociétés savantes, c'est qu'aujourd'hui, ils vont vous donner un peu la guidelines, l'écriture de qu'est-ce qu'on fait pour un patient protoxyde d'azote. Là, justement, on s'est rassemblé avec le côté pluridisciplinaire, la biologie, la médecine d'urgence, la toxicologie, la neurologie, la nutrition, pour ensemble penser à tout ça, pour se dire qu'est-ce qu'on doit faire sur ces patients. Donc au niveau des sociétés savantes, voilà, on s'est réunis, ce qui n'est pas forcément évident de se rassembler entre différentes sociétés savantes de disciplines, parce qu'il y a toujours un petit peu, mais là on l'a fait finalement. Donc on a 16 membres qui sont dans ces sociétés savantes, voilà, qui sont en train de travailler justement qu'est-ce qu'on fait des patients protoxyde d'azote de façon officielle. Et au niveau international, il y a le problème aussi, on l'a vu tout à l'heure avec le rapport européen de l'EMCDDA. Donc il y a aussi un groupe international qui aujourd'hui a le même objectif, de pouvoir répondre à ce problème de santé publique qui est international. Donc j'ai la chance de diriger ce groupe qui s'est constitué entre l'Europe et les États-Unis pour vraiment prendre ce problème. Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ont le même souci. Ils ont le même souci de savoir, on ne sait pas quoi en faire de ces patients. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a un engouement plus fort. Voilà. Je suis très content que les professionnels, maintenant, on travaille ensemble. Mais c'est vraiment le mot d'ordre d'un point de vue médical sur le protoxyde d'azote, c'est la pluridisciplinarité et le travail ensemble. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie particulièrement tous nos collaborateurs. Merci à vous. Voilà, place aux questions maintenant, qui s'adressent aux deux interventions là, qui se sont succédées. Donc, je vous laisse le temps de digérer. D'aller sur les réseaux sociaux. Y a-t-il des questions avant la pause? Là-bas, derrière. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si le protoxyde d'azote il avait un effet selon l'âge du consommateur. Alors, est-ce que plus on est jeune et plus on a de risques, c'est ça? C'est ça, oui. Pour répondre à la question, je crois qu'il faut l'aborder le risque à deux niveaux. Il y a des risques psychiques et des risques somatiques. Ces études paraissent montrer que peut-être les femmes sont davantage fragilisées, vulnérables par rapport aux effets physiques. Mais au niveau âge, plus on est jeune, plus le cerveau il est en cours de maturation, plus on envoie des messages au niveau comportementaux. Donc, quand on est jeune, on n'est plus enclin à être addicté au protoxyde d'azote. Ça, c'est clair. Quand on est dans un processus de consommation répétée de protoxyde d'azote à un jeune âge, c'est des signaux qui se mettent en place. Le cerveau il mature jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, quand on voit des jeunes de 14 ans qui consomment déjà le protoxyde d'azote pendant des années, avec des complications psychiatriques qui vont perdurer au-delà de cette phase-là, avec des quantités qui augmentent aussi. Donc, oui, plus on est jeune, au niveau psychologique, comportemental, on est plus à risque. C'est d'où l'enjeu. Et pour compléter, comme on l'a vu, il y a différents signes cliniques. Ça, on ne le sait pas encore, on n'a pas assez de recul. Mais effectivement, peut-être que les complications seraient liées à l'âge.
Mais il y a des complications pour tout le monde, en fait. C'est ce qu'il faut retenir. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous pouvez dire, bah, en fait, mon cerveau est assez maturé, bon, je consomme la substance, mais peut-être que vous êtes plus à risque de faire des thromboses, en fait, ou autre chose, hein, derrière. Mais on n'a pas suffisamment de recul, en fait, hein. Nous, les études sur ça, personnellement, on les a commencées qu'en 2020, 2021. Vous imaginez, voilà, ça fait que 2-3 ans de recul sur ça, donc c'est pas terrible. Donc effectivement, sur le côté addiction, je pense que voilà, mais derrière, c'est pas un facteur protecteur ni aggravant. On le sait pas encore, hein, mais on a une symptomatologie de patient avec différents âges, hein. On n'a pas observé, bah, à partir d'un certain âge, on n'a plus du tout de complications. Donc là-dessus, c'est oui et non, mais on n'a pas assez de recul. Mais je pense que personne n'est à l'abri de ne pas avoir de complications sur le protoxyde d'azote, en tout cas par rapport à l'âge. Merci. Bonjour, je voudrais savoir, j'aurais 2 questions à poser. La première, à partir de quelle fréquence de consommation peut-on parler d'addiction, de troubles addictifs pour le protoxyde d'azote? Quelle fréquence, quelle quantité? On peut parler d'addiction avec les éléments classiques de craving, etc., la recherche de produits. Et puis, deuxième question, est-ce qu'il y a un traitement spécifique ou le traitement de l'intoxication est symptomatique? Pour répondre à votre question, à partir de quand, à partir de quelle quantité, fréquence, ce que montrent les enquêtes, les données, c'est que d'une part, vous n'avez pas de tolérance aux produits. Sur les critères du DSM-5 qui ont été notés sur cette enquête du Centre antipoison, vous avez les 10 critères de la dépendance, les 10 sur 11 critères de la dépendance chez les consommateurs. Donc, quand on est, je crois, c'est au-delà du niveau de quantité consommée, du moment où vous avez une consommation qui perdure malgré les effets, et ils sont de divers ordres, même des paresthésies, des troubles du comportement, mais vous continuez, quelque part, vous êtes déjà pas seulement dans l'abus, mais déjà dans une certaine dépendance. Vous continuez, et le problème, c'est que ces jeunes, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà dans un processus addictif. C'est souvent, comme je l'avais évoqué, c'est l'entourage qui est encore plus préoccupé. Ils ne saisissent pas le problème sur ce plan-là. Mais pour le traitement, en fait, aujourd'hui, on fait avec les moyens qu'on a, les connaissances qu'on a. C'est très imparfait. C'est la recherche qui va nous permettre de mieux comprendre aujourd'hui. Parce qu'effectivement, le fameux traitement, la vitamine B12, alors attention, aujourd'hui, une carence en B12, ça vous donne des signes comme ça au bout de plusieurs années, et très grave. Là, on a quand même des apparitions de symptômes en quelques semaines, avec des régressions qui prennent parfois des années. Ça veut dire qu'il n'y a pas que ça derrière. Sauf qu'aujourd'hui, l'état de la recherche, il en est là. Voilà, je suis désolé de ne pas vouloir... mais bon, on espère que nos projets de recherche puissent attirer les financeurs aussi à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'idées, mais bon, pour les mettre à contribution, c'est un petit peu compliqué. Ça, je ne le cache pas. Aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, on a commencé en 2020 à s'intéresser à ça. Bon, je ne vous casse pas que quand on fait de la recherche, ça s'appelle des appels à projets. 2020, il y avait une petite pandémie en fait qui nous a un peu masqué sur ça. Donc, c'est vrai que malheureusement, on a pris 2-3 ans de retard facile. On n'est toujours pas lancé là, donc pourtant on a les idées et tout, mais au niveau des traitements, voilà, c'est ce qu'on met en avant aussi. Il y a ce besoin, il est là, ce besoin protoxyde, on en parle aujourd'hui, donc on est content d'être là pour aussi pouvoir le mettre en avant aussi, parce qu'effectivement, vous le voyez avec les données et tout, c'est pas un épiphénomène, on nous l'a dit des fois, c'est un épiphénomène. Les capsules, j'en vois plus, je leur ai ramené la bonbonne, là on reparle derrière, mais effectivement, il faut en parler pour avancer. Et aujourd'hui, on espère, et que ce soit pour les traitements, le dépistage, etc., on est très en retard par rapport au phénomène. Et nous, on est là, on est prêts, mais malheureusement, il faut des finances pour ça. C'est le gros problème de la recherche au niveau national, voire international. Donc, on espère pouvoir rapporter des questions quand vous nous réinviterez la prochaine fois. Mais là, on en est un petit peu stade compliqué. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le traitement, il est forcément pluridisciplinaire et que non seulement médical, mais aussi tous les acteurs locaux. Parce que parler de traitement vitamine B12, ça peut être même
faussement rassurant. Certains consommateurs pensent que en prenant la B12, ils sont à l'abri. Hein. Déjà, le protoxyde d'azote, c'est un effet éphémère, donc ils pensent même qu'au bout d'1 minute, il n'y a plus de danger. Et c'est ça, c'est les messages à ces jeunes qu'il faut leur transmettre pour dire qu'il n'y a pas que ce qui paraît anodin, banal, transitoire, il y a des conséquences lourdes, très lourdes, hein, et les faire comprendre ça va être l'enjeu. On prend les 2 dernières questions et après il faudra s'arrêter pour la pause. Bonjour, je suis là. Je voulais savoir si les différents slides que vous avez passés, on allait y avoir accès ou pas, parce qu'en fait, il y en a qui m'ont particulièrement intéressée, notamment sur les risques. Il y avait quand même pas mal de risques qui étaient énumérés. Et en tant qu'actrice de terrain, justement, je mène moi-même une campagne de prévention sur la commune dans laquelle je travaille. Et c'est des éléments qui me seraient très intéressants d'avoir. Oui, bien sûr. Après, vous nous contactez. On a créé une asso pour ça. Donc, avec une adhésion presque gratuite pour travailler ensemble avec aussi des acteurs de terrain. En fait, l'association s'appelle Protocide et en fait, on rassemble des professionnels de santé et pas seulement des professionnels de santé. Et l'idée, c'est de créer un réseau global en fait sur ça et on partage de la doc. Du coup, on va pas les mettre en public. J'avais dit à Madame Jeannès malheureusement, mais en fait, voilà, en collaboration, ça, on peut le faire. Donc voilà, c'est une association nouvellement créée. On attend la préfecture, mais voilà, vous pourrez avoir nos contacts, hein, je pense, par les organisateurs aujourd'hui. Mais voilà, on veut vraiment créer un réseau complet parce qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que déjà, c'est pas qu'à l'hôpital. C'est pas que des professionnels de santé, c'est une prise en charge complète. Hein. Là, on va le voir avec la richesse des interventions. Donc, oui, pour échanger, un grand oui. Voilà. C'est à moi. Oui, je voudrais revenir sur un passage de votre intervention. Donc, je suis directeur d'un service d'accueil d'urgence et voilà, on a on va dire une explosion du protoxyde d'azote. Vous êtes passé très rapidement sur un effet. Moi, j'ai découvert les effets à travers la brûlure. Voilà, on a eu un cas d'une jeune fille qui est revenue brûlée, mais à un niveau où j'avais jamais vu ça. Vous pouvez revenir sur comment la prise de protoxyde d'azote peut-elle provoquer de telles brûlures et exactement à l'endroit que vous avez nommé tout à l'heure, parce qu'on a été très désemparés, effectivement, un tel niveau de brûlure au 3e degré quand même. Hein. Vous pouvez revenir là-dessus, s'il vous plaît? Oui, en fait, le protoxyde, alors de tête, je crois que c'est moins 60, moins 70 degrés, en fait. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est la bonbonne avec l'hygrométrie. Enfin, vous êtes dans un environnement qui est aqueux, avec l'air. En fait, finalement, ça va complètement geler le tour de la bonbonne. Et ils se la mettent entre les cuisses. En fait, ils prennent la bonbonne entre les cuisses. Ils ne sentent rien parce qu'ils consomment. Ils sont anesthésiés. Et la gelure, a priori, alors je suis moins expert, hein, c'est nos réanimateurs qui m'avaient dit ça, que ça provoque moins de douleur que la brûlure par le feu en fait. Donc on a le double effet de je suis anesthésié, la gelure c'est moins et je suis dans mon trip de proto et en fait c'est vraiment la bonbonne qui se refroidit. Alors heureusement c'est que au niveau des cuisses hein, parce qu'on imagine mal le consommateur qui met directement ça en bouche. Hein. Là ça peut être vraiment dramatique. Mais vous avez observé, j'imagine au niveau des cuisses aussi ces brûlures. Voilà, exactement, parce qu'ils se la mettent entre la bonbonne, désolé, hein, je fais une démonstration, j'espère que ça sera pas diffusé, mais voilà, ils la mettent entre les cuisses et vraiment, ils la gardent pendant un moment en fait, hein, et les brûlures par le froid, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Hein. Je crois que c'est de l'ordre de quelques minutes où on obtient justement ces choses d'une profondeur extrême qui nécessitent de la greffe. C'est vraiment le mode de consommation qui fait que derrière, on a ces gelures extrêmes du coup. Et c'est vrai nous, on pensait à la neuro, etc., là, en fait, c'est le centre de Grand Brûlé qui m'a contacté en disant on sait que vous travaillez sur le proto et en fait, on en a au moins 10 par mois, des comme ça. Allez, donc effectivement, derrière, maintenant, grâce à ça, on peut les repérer et travailler avec les addictos parce que derrière, on s'aperçoit, s'ils en sont là, c'est qu'il y a aussi un autre problème derrière. Donc, c'est vraiment le caractère pluridisciplinaire et repérage là derrière. Mais c'est hyper important. Donc, ça, il ne faut pas hésiter du coup à contacter, pour rester en contact aussi, pour vraiment ces patients quoi en faire derrière. Parce que vous les traitez pour la brûlure, mais ils reviennent après pour d'autres brûlures. Enfin, on en a quelques-uns comme ça. Hein. Effectivement, ils ne s'arrêtent pas de consommer et ils se rebrûlent derrière finalement. Oui. Merci pour vos 2 présentations, c'était super riche, super complète.
Et j'aimerais bien parler un peu avec vous après, mais bon, ça c'est un autre sujet. Je voulais juste apporter une petite note optimiste sur deux éléments que vous avez apportés, que vous avez largement présentés sur le marketing autour du protoxyde d'azote. Justement, dans le travail qu'on a mené, on n'a pas lancé qu'une campagne de com, c'est un travail plus large, comme ce que j'avais à présenter, mais on a aussi voulu interroger et confronter les revendeurs, justement. Et ça a été porté par la direction générale auprès de Carrefour, Leclerc, Darty, Amazon, Cdiscount, Rakuten, Casino et But. Et Leclerc, Darty, Casino et But ont retiré sur leur site internet les produits à base de protoxyde d'azote. Et on a fait ajouter sur Amazon, Cdiscount et Carrefour des messages de prévention sur le site internet. Alors c'est pas parfait et je ne sais pas ce que ça va donner encore la loi du 1er janvier, mais en tout cas on voit qu'il y a quand même une mobilisation, même pour nous qui sommes qu'acteurs de la santé, le fait aussi de confronter parfois ces vendeurs et finalement que nous en tant qu'institution, en tant que soignants, la PHP c'est une vraie institution, il y a aussi un vrai vecteur de plaidoyer à mener qui n'est pas seulement que médical, mais qui est institutionnel et qui est aussi afficher les mauvaises conduites, les mauvais comportements. Donc voilà, je voulais juste présenter rapidement ça et encore merci. Merci. Je suis obligée de dire que ce sera le mot de fin, pause, et on n'a plus que 5 minutes de pause en vrai. Donc voilà, désolée, il y a mais 10 c'est le minutes temps de de prendre un pause. jus. Une micro petite annonce. Oui. Quand vous allez au café, en vue d'une petite animation surprise dans la deuxième partie, il y a des petites feuilles à prendre, orange et verte. Vous en prenez une de chaque, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, et vous avez des viennoiseries qui vous attendent. On reprend dans 10 minutes.